spécialisée, mais ça interroge quand même sur, de nouveau, le sujet du rôle et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Parce que je signale que dans cette loi, le Conseil constitutionnel a censuré, par exemple, la généralisation de la visioconférence pour les détenus narcotrafiquants. Or, c'est précisément parce que cette visioconférence n'était pas possible dans le cas de Mohamed Amra, vous vous en souvenez, ce narcotrafiquant qui s'est évadé et dont l'évasion a entraîné la mort de plusieurs agents pénitentiaires, eh bien que nous avons subi cette situation. Donc, si vous voulez, ça m'interpelle, et je crois même que l'une des propositions fortes qui devrait être sur la table aujourd'hui, puisqu'on sait que face au narcotrafic, il y a aussi et d'abord une question de moyens, c'est un signal fort qui devait être celui d'une massification finalement de la saisie des avoirs criminels de ces narcotrafiquants, qui est aujourd'hui insuffisante, avec un message clair à ces narcotrafiquants qui serait: avec votre argent, nous allons financer votre démantèlement. Voilà. Parce que je finis par là, un chiffre éclairant si vous voulez. Par exemple, en 2024, vous avez eu 244 millions de saisies d'avoirs criminels. Seuls 6% sont allés, par exemple, à la gendarmerie nationale. Vous dites qu'il faut utiliser cet argent pour lutter contre Mais de le manière trafiquant exclusive. Il ne faut pas que ça aille de manière indifférenciée. Il ne se volatilise pas, il est utilisé Non, par ailleurs dans le budget. Il va dans le budget général, mais pas de manière ciblée. Et moi, quand j'entends, si vous voulez, il y a quelques semaines de cela, le directeur général de la gendarmerie nationale m'expliquer qu'il a un parc automobile vétuste, des hélicoptères vétustes, qu'il a des fusils d'assaut qui ont 40 ans, qu'ils vont être en rupture capacitaire sur un certain nombre de missions si on ne renouvelle pas le matériel, je suis désolée de vous dire que ça devrait être évidemment un réflexe systématique. Ce matin, François Ruffin, le député de gauche de la Somme, a reconnu lors d'une matinale radio qu'il avait fumé, lui, du cannabis dans sa vie 2 fois, a-t-il précisé. Il a arrêté immédiatement parce que ça lui donnait mal au crâne, c'est ce qu'il a expliqué. Ça vous est arrivé à vous? Jamais. Jamais. Vous le diriez? Non, non. Alors écoutez, oui, de fait, je vous le dirais, mais en l'occurrence jamais, parce que déjà, parce que c'est vrai que j'ai voilà, vis-à-vis de ça, une certaine conscience, d'autant plus aujourd'hui, maintenant que j'ai rencontré ces acteurs de la lutte contre le narcotrafic, face à une fois de plus une violence vous le diriez, extrême. Vous n'auriez pas honte de le dire? Non, mais vous considériez pas? J'espère que les gens qui en parlent auraient honte de le dire. Je vois qu'il y a un certain nombre de députés aujourd'hui LFI qui ont été trafiquants par le passé, comme M. Louis Boyard, et qui n'ont pas honte de le dire, et voire même qui s'en vantent sur les plateaux de télévision. Et ça interpelle, si vous voulez, sur la banalisation aujourd'hui du discours autour de la drogue, qui me semble très grave. Vous savez, moi j'ai grandi. Le discours change un petit peu maintenant, mais encore pas suffisamment, je crois, avec finalement cette espèce de discours dans les plateaux parisiens, chez les stars, les artistes, les acteurs, que finalement, le cannabis serait une drogue récréative, une drogue douce, on entendait cela. Eh bien moi, je trouve que ce discours est extrêmement grave et qu'il faut évidemment le condamner. C'est une drogue dangereuse et il faut même aller au-delà de ça. Je vois trop souvent de l'argent public qui finance, j'ai envie de dire même des événements artistiques dans lesquels se produisent des artistes, souvent d'ailleurs dans le domaine du rap entre autres choses, et qui font l'apologie même de la drogue, du trafic de drogue. Donc je crois que là-dessus, il y a une vraie volonté politique à avoir. Est-ce qu'il faut, mais du coup j'ai une petite idée de la réponse avant de vous la poser, est-ce qu'il faut dépénaliser le cannabis pour permettre aux forces de l'ordre de mettre absolument tous leurs moyens sur le reste, et notamment sur la cocaïne? Il y a même quelqu'un qui va plus loin que ça aujourd'hui, c'est Louis Sarkozy, qui sera candidat des Républicains, le fils de l'ancien chef de l'État, qui dit il faut dépénaliser toutes les drogues. Aujourd'hui, ça fera tomber les réseaux. Je ne comprends pas ce discours. Je vous le dis, une fois de plus, on n'est pas face à une drogue récréative ou une drogue douce, on est face à des drogues qui sont extrêmement dangereuses. Vous les mettez toutes sur le même plan? Non, évidemment, il y a des degrés de gravité, mais enfin, le cannabis, qui est celui le plus, on va dire peut-être le plus répandu, notamment par la jeunesse, on le sait, a des conséquences très graves sur le développement du cerveau, sur le décrochage scolaire, sur le développement de maladies comme la schizophrénie, la bipolarité. Donc, c'est pas un petit sujet. Si on en facilite l'accès, évidemment, on risque d'aggraver la situation. Et puis, moi, je ne m'inscris pas dans cette idée de dire finalement on est en échec dans la lutte contre une forme de criminalité, donc on va légaliser cette criminalité comme si le problème allait être réglé, comme si d'autres drogues n'allaient pas encore plus dangereuses, encore plus dures, n'allaient pas arriver sur le marché. Donc moi je m'inscris totalement en faux, et je vais vous dire, il y a un exemple qui est édifiant de ce point de vue-là, c'est le scandale des salles de shoot qu'on voit par exemple à Paris, où on a là une mise en service, en libre service du matériel pour pouvoir se droguer sur des drogues très dures. Permet aussi de les suivre et de les soigner si on considère qu'ils sont malades. Sauf que de fait, c'est quand on regarde de près, non seulement il n'y a pas de sortie de la drogue, mais c'est un enfer pour les habitants. Un enfer, parce que du coup, il y a une concentration évidemment de consommateurs de drogue avec, pardonnez-moi, la criminalité et la violence bien souvent qui va avec. Mais vous ne pensez pas qu'il est préférable que ce soit sous le contrôle de médecins, d'équipes qui peuvent les prendre en charge plutôt que sur un trottoir? Je pense que ça participe d'une banalisation du discours. Si l'État lui-même,
envoie le signal avec l'argent public, qu'il met à disposition du matériel pour pouvoir se droguer, je suis désolée de vous dire que c'est une certaine manière, une façon de dire que ça n'est pas si grave. Et une fois de plus, ça n'a pas de résultat concluant sur le fait de permettre à ces personnes de sortir ensuite de la drogue. On l'a évoqué tout à l'heure rapidement, la loi sur le narcotrafic qui a été votée, promulguée au mois de juin seulement, avec plusieurs mesures que je vais tenter de résumer là. Mise en place d'un parquet entièrement consacré à la lutte contre la criminalité organisée, renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent, régime carcéral plus strict pour les trafiquants, nouveau régime de repenti pour ceux qui collaborent avec la justice, nouveau pouvoir pour les préfets. Tout ça, vous êtes d'accord? Oui, ça fait d'ailleurs un certain nombre de mesures que j'avais défendues pendant la campagne des européennes sur le modèle de la loi antimafia en Italie. Et je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de comprendre que le narcotrafic est une criminalité d'exception qui doit appeler une forme de loi d'exception. Et donc j'attends de voir très concrètement... Ça veut dire quoi, loi d'exception? C'est-à-dire qu'il faut, notamment sur la question carcérale, ne pas avoir le même régime carcéral. La loi va un peu dans ce sens, mais probablement pas assez loin. C'est le cas aujourd'hui avec cette pas prison pour les narcotrafiquants qui est en train de se remplir à Vendin-le-Vieil et qui fait d'ailleurs hurler les avocats des personnes qui y sont. Pas assez loin, parce qu'une fois de plus, parce que typiquement, on n'aura pas dans ces prisons, parce que la Cour européenne des droits de l'homme nous l'interdit, de fouilles systématiques au parloir des détenus. Alors ça devrait être là, une fois de plus, une mesure d'exception. Et pourquoi? Parce que le législateur craint la censure du Conseil constitutionnel, qui s'autorise aujourd'hui à repasser derrière le Parlement dans une espèce de lecture complètement extrapolée de la Constitution pour imposer une vision idéologique, finalement, de la politique carcérale, de la politique pénale, de la politique migratoire. Et donc je crois que ça repose le sujet demain de la réforme du Conseil constitutionnel. Vous avez peut-être lu la dernière étude de l'INSEE, publiée ces dernières heures, sur les Français les plus riches, les très riches, les 0,1% des Français qui ont les plus hauts revenus. Étude de l'INSEE qui montre qu'ils se sont enrichis 3 fois plus vite, ces 0,1%, que les autres Français. Est-ce qu'il faut les mettre à contribution davantage aujourd'hui? Je ne vous parle pas de la taxe Zucman. Oui, alors je ne sais pas si c'est une étude statistique ou si ça a vocation à être un fichier pour pouvoir savoir qui cibler. Ça s'appelle le fisc. Et voilà, et en l'occurrence, ça s'appelle le fisc, ce sont des données du fisc. Augmenter la fiscalité, je veux dire, moi je vous le dis très simplement, je suis contre toute nouvelle augmentation de taxes et d'impôts. Voilà, c'est ma position. Pour les très gros millionnaires et les milliardaires. Oui, parce que je pense que nous avons déjà très largement atteint le seuil aujourd'hui des prélèvements obligatoires. Nous sommes dans tous les records et nous voyons bien que non seulement la conséquence c'est d'avoir moins de riches, mais surtout ça ne permet pas d'avoir moins de pauvres. C'est pas ce que dit cette étude. Donc voilà. Sur le nombre de personnes, c'est pas ce qu'elle dit. Excusez-moi, sur l'appauvrissement général de la population française, c'est manifeste. Et je vais vous dire, moi, il y a une autre étude qui m'a beaucoup plus intéressée de celle-ci. C'est l'étude IFOP sur aujourd'hui le développement de la radicalité chez la communauté. Vous me répondez ah oui, non, mais excusez-moi, parce que je crois que c'est, me semble-t-il, beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Voilà, et on n'en a pas assez parlé puisqu'il y a dans cette étude. On en a parlé ici même sur ce plateau pendant 25 minutes hier. Oui, d'accord, mais permettez-moi. Pas dire qu'on n'en a pas parlé, tout le monde en a parlé. Permettez-moi quand même d'y revenir parce que je crois que le politique n'a pas pris la mesure de la gravité de ce que dit cette étude. Elle dit 3 choses, cette étude. Elle dit, de fait, il y a de plus en plus de musulmans en France. Deuxièmement, elle dit, ils sont de plus en plus radicaux. Et elle dit que plus ils sont jeunes, plus ils sont radicaux. Avec des chiffres, excusez-moi, qui sont terrifiants. 42% des jeunes musulmans qui disent avoir de la sympathie pour des mouvances islamistes. J'ai vu qu'on avait aujourd'hui 1 musulman sur 2 qui voulait appliquer la charia. Ça monte à 60% chez les jeunes. On a, je crois que c'est vos collègues du Point qui ont calculé cela, 142 000 sur notre territoire, aspirants djihadistes, puisqu'ils ont de la sympathie même pour ce djihadisme. Et je trouve que, si vous voulez, ça prépare des lendemains extrêmement sombres. Parce qu'évidemment, derrière cette idéologie radicale, c'est un terreau de recrutement demain pour des terroristes potentiels. Marion Maréchal, Laurent Wauquiez, le chef des députés Les Républicains. Ça vous intéresse pas, ce sujet? Si, ça m'intéresse. Vous n'étiez pas avec nous hier, on n'avait pas regardé, vous avez eu tort. On a passé 25 minutes là-dessus. Je vous écoute et vous avez pu développer. Mais s'il vous plaît, si vous venez avec vos réponses et moi avec mes questions, il y a un moment où l'interview va atteindre ses limites. Mais je vous ai écouté, je vous ai laissé parler. Mais c'est juste que, si vous voulez, j'aimerais qu'on tire le fil, parce que moi j'ai écouté en l'occurrence. Non, mais vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en l'occurrence, sur votre plateau, je crois que c'est sur votre plateau d'ailleurs, quand vous avez abordé ce sujet, il y a quelqu'un qui a rétorqué, d'ailleurs ça doit être le patron de l'IFOP, qui dit oui, mais vous savez, c'est pas très grave parce qu'il y a que 7% de musulmans en France.
Et alors, on va pas revenir sur ce Je vous ai chiffre pas parce repris que... quand vous avez dit qu'il y avait une hausse très importante du nombre de musulmans. On est passé de 5,5% il y a 20 ans à 7% Alors, aujourd'hui. très intéressant, et c'est pour ça que je dis que vous en avez parlé Bon, sur vous votre avez réussi, plateau. du coup on en parle. Allez-y. Non, 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 mais j'y reviens parce que j'ai pas entendu la contradiction sur ce chiffre. 7% de musulmans en France, c'est 15% déjà chez les 18-25 ans, et on oublie de dire dans cette étude que ce ne sont que les plus de 18 ans qui sont testés. Donc le chiffre est probablement beaucoup plus important chez les moins de 18 ans, et on est vraisemblablement davantage autour de 10%, c'est-à-dire un habitant sur deux en France qui serait de confession musulmane. Mais excusez-moi, je tire le fil, et après je répondrai volontiers à votre question suivante. Merci. Imaginez quand même que si je suis bonne joueuse, je prends le chiffre de 7%. Donc avec 7% aujourd'hui de musulmans en France, nous avons donc des fillettes voilées à l'Assemblée nationale, nous avons du halal partout, nous avons des chaînes de restauration qui renoncent à servir de l'alcool, et d'ailleurs des quartiers entiers où on ne s'autorise même plus à servir de l'alcool. On a une explosion de l'islamisme et du djihadisme, mais qu'est-ce que ce sera du coup quand ce sera 15%, 20%, 30%? Ce seront des députés voilés à l'Assemblée nationale? C'est-à-dire comment ça va être la pénalisation de l'homosexualité, ça va être le statut de dhimmi pour les juifs et les chrétiens. Je veux qu'on prenne la mesure, si vous voulez, de la gravité de la chose. Voilà. Excusez-moi d'avoir voulu insister, mais ça me semble-t-il, plus important pour notre société que les quelques riches. Vous allez me parler de Laurent Wauquiez, donc je voulais vous dire un mot. Qui existent en France et qui, j'espère, resteront en France. Laurent Wauquiez, le patron des députés Les Républicains, a donc rencontré la semaine dernière Éric Zemmour, avec qui vous étiez allié jusqu'à très récemment, pour discuter d'une éventuelle primaire des droites. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Écoutez, moi je ne suis pas fondamentalement contre l'idée d'une primaire, même si je considère que, je constate surtout que la primaire a fait beaucoup de mal à la droite ces dernières années, mais vous êtes pour ou contre ? faudrait qu'il y ait des conditions irréalisables. Ça veut dire qu'il faudrait que cette primaire inclue l'ensemble finalement du spectre de droite, c'est-à-dire Rassemblement national compris, ce que ne souhaite pas, par exemple, Laurent Wauquiez, parce que exclure le parti qui est à 35%, excusez-moi, c'est ridicule. Il faudrait que l'ensemble des candidats battus acceptent donc de se rallier aux candidats vainqueurs. Excusez-moi, là, une fois de plus, je pense qu'on a du chemin à faire. Engagé. Voilà. Ouais. Et il faudrait qu'il y ait derrière ça l'assurance que le vainqueur travaille sur un programme commun avec l'ensemble de ceux qui ont été battus. Là, j'ai envie de vous dire, dans ces conditions, ça m'intéresserait, mais c'est pas le chemin que ça prend. La primaire mal engagée, vous, ce que vous réclamez, ce que vous prêchez depuis des années, c'est l'union des droites. Et quand on regarde aujourd'hui qui est pour et qui est contre, Marine Le Pen n'en veut pas de l'union des droites. Elle dit c'est une chimère, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Et la droite n'en veut pas non plus parce qu'elle estime que Marine Le Pen a un programme économique trop de gauche. Est-ce que c'est un fantasme politique que vous continuez à porter ? Vous savez, il y a quelques mois de cela, j'ai essayé de concrétiser un peu l'idée de cette coalition. Et en effet, donc pas grand monde ne veut. Et je continue de défendre l'idée que cette coalition devrait aller du Rassemblement national, en passant par Reconquête, notre mouvement Identité-Liberté, l'UDR d'Éric Ciotti, les LR. Et je pousse même la provocation jusqu'à dire une partie d'Horizon. Et en effet, vous avez raison, depuis que je dis cela, un certain nombre de commentateurs me regardent un peu avec des yeux ronds, et parfois je comprends. Hein. Sauf que, de fait, cette coalition, elle a existé de manière historique sur un texte qui est la remise en cause des accords de 68 avec l'Algérie. Sur l'Algérie, oui. Exactement. Et sur un texte à l'Assemblée, texte symbolique nationale. Qui n'a pas d'effet. Oui, bien sûr, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, ce qui paraissait invraisemblable hier a pris corps sous une certaine forme aujourd'hui. Sur un texte sur l'Algérie, vous avez raison. Mais par exemple, prenons un sujet important dans la vie des Français. Comment vous allez expliquer à Bruno Retailleau qu'il faut se mettre à la retraite à 62 ans de Marine Le Pen ? Ils sont à l'opposé. Vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens trouvent beaucoup de raisons de ne pas travailler ensemble. Mais moi, je pense que ce sont les événements qui font les choix. Et les événements sont ceux-ci. 1, la dégradation spectaculaire de la situation française à tous les niveaux. 2, une radicalisation de la gauche qui font d'eux des adversaires existentiels. 3, quand même, un certain nombre d'exemples à l'étranger qui devraient nous inspirer, qui inspirent d'ailleurs l'ensemble de la droite, tout spectre confondu. Je pense notamment à Giorgia Meloni, qui pour le coup est non seulement une alliée politique, mais une amie personnelle, et qui montre l'exemple d'une coalition très large. Mais si vous voulez, le principe d'une coalition, c'est d'accepter à un moment donné de ne pas être d'accord sur tout et de trouver un compromis. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne fais pas de la coalition des droites une obsession en soi, c'est juste que je n'ai pas trouvé l'autre chemin pour permettre la victoire. S'il y en avait un autre, je le prendrais volontiers. Le RN ne peut pas gagner tout seul. Je pense qu'aucun parti politique, quel que soit son talent d'ailleurs, ne peut gagner seul. Et je vous le dis avec, d'autant plus d'humilité pour le coup que je l'ai moi-même vécu quand j'étais au Front National et j'étais candidate aux élections régionales. Oui. De dire des scores très hauts au premier tour et une défaite au second. Et donc moi, je ne veux plus vivre cela. Je veux qu'on se donne les moyens en 2027 d'une victoire garantie. Vous parliez à l'instant du Front National. Quand on regarde votre parcours politique, Marion Maréchal, on peut avoir le sentiment qu'on ne sait pas exactement
où vous habitez. Je vais tenter de retracer les dernières années. Vous avez commencé au FN, devenu RN, parti fondé par votre grand-père Jean-Marie Le Pen. Vous avez quitté le parti en 2017. Vous avez rejoint Éric Zemmour. Vous avez été élu avec lui aux européennes sous l'étiquette de son parti en tout cas. Vous avez fini par vous fâcher avec lui avant de créer votre propre parti, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, qui est allié au RN. Finalement, vous êtes rentré à la maison Le Pen. Alors, je ne vais pas refaire toute l'histoire maintenant, parce qu'en fait, en réalité, si vous tirez le fil, il y a une forme de cohérence, que je pars en 2017, j'arrête la politique. Parti, vous êtes revenu. D'ailleurs, je ne pars pas en mauvais termes avec le FN quand je pars en 2017. Je pars parce que, déjà, à l'époque, je défendais la coalition des droites. Et ils n'en voulaient pas. Et déjà, à l'époque, j'avais une ligne plus libérale économiquement, et que cet espace-là, ce courant-là, ne parvenait pas à exister à l'intérieur du RN. Et donc, plus libéral que Marine Le Pen ou que Jordan Bardella? De fait, Jordan Bardella, aujourd'hui, s'inscrit totalement dans le programme de Marine Le Pen. Ou alors, ça m'a échappé. Tout à fait. Sa relation aux entreprises n'est pas la même. Il est plus pro-business qu'elle, nettement plus. Ça, vous même. réglerez ça entre eux. Mais en l'occurrence, quand on l'interroge sur la question des retraites, par exemple, il répond la même chose. Bon. Donc, j'y croyais. Et parce que je n'arrivais pas ou je ne pouvais pas défendre cela à l'intérieur, j'ai fait complètement autre chose. J'ai monté une entreprise pendant 5 ans. Voilà. Et je suis revenu en politique avec Éric Zemmour parce que, pour le coup, la ligne économique, notamment, était davantage celle à laquelle je voulais. Plus libérale. Exactement. Et bon, voilà, on ne va pas revenir sur ce gâchis, mais Éric Zemmour m'exclut de Reconquête parce qu'à ce moment-là, je veux la coalition des droites aux législatives dont il ne veut pas. Dont acte. Maintenant, si vous voulez, l'objectif qui est le mien aujourd'hui, c'est absolument pas avec mon mouvement Identité-Liberté d'être un facteur de division, mais au contraire, c'était un facteur complémentaire qui incarne cette ligne plus libérale économiquement, aux côtés du Rassemblement national et de l'UDR d'Éric Ciotti, pour justement rassembler un maximum de Français. Éric Zemmour vous a exclu, et depuis votre départ, il met en avant une autre femme, qui est Sarah Knafo, qui a même des ambitions présidentielles. En tout cas, elle ne les dément pas. Est-ce qu'il vous a grand remplacé par Sarah Knafo? Est-ce que vous lui en voulez? Non, mais en l'occurrence, je ne suis plus à Reconquête, donc c'est normal que d'autres personnalités prennent on va dire, la place. C'est une bonne candidate. Maintenant, j'ai envie de vous dire... C'est une bonne candidate ou pas, c'est pas le sujet. Si vous voulez, moi, mon sujet, c'est de savoir quel est le candidat qui va faire 50 plus 1. Et ça peut pas être le candidat qui va faire 4, 5 ou 6%. Moi, ce que je crois, c'est qu'une fois de plus, on ne peut faire les choses qu'ensemble. Et j'ai envie de vous dire que malgré ce qui a pu me séparer de Reconquête et d'Éric Zemmour, une divergence politique avant tout, moi je considère qu'aujourd'hui, le Reconquête doit faire partie de cette coalition. Je plaide pour, mais d'ailleurs comme d'autres mouvements, comme celui de Nicolas Dupont-Aignan par exemple, parce que moi je considère que tous les partis, même les plus petits, entre guillemets, apportent quelque chose. Et ça, c'est le modèle de Giorgia Meloni qui nous en fait aussi la démonstration. Voilà, on additionne les forces, on rassemble les Français, il faut trouver la bonne formule pour le faire. En tout cas, je mets toute mon énergie avec mon mouvement pour y parvenir d'ici 2027. Dans les sondages pour la présidentielle que vous regardez comme tout le monde, même si tout le monde dit qu'il ne les regarde pas à 18 mois du scrutin, vous voyez que Jordan Bardella est crédité en gros de 35% des voix au premier tour. Il fait même souvent mieux, un peu mieux que Marine Le Pen. Est-ce que vous jugez qu'il est capable, à son âge, vous avez à peu près le même âge que lui, je crois que vous êtes un peu plus âgé, demain, d'être à l'Élysée et d'avoir le bouton nucléaire dans une valise quelque part dans son bureau? Non, mais écoutez, pour l'instant, c'est compliqué, même, j'ai envie de dire, pour le Rassemblement national, de se projeter dans la présidentielle pour une raison simple, ça vous aura pas échappé. Marine Le Pen est encore toujours officiellement en appel qui arrive, mais candidate. Est-ce qu'à 31 ans, si on vous peut voulez, diriger la France? Mais moi, je pense qu'on peut tout faire à partir du moment où, 1, on se donne les moyens de rassembler, 2, on s'entoure d'une équipe compétente, diversifiée, enracinée. Donc tout est possible dans une aventure présidentielle. Et je pense que Jordan Bardella a un certain nombre de talents, mais c'est encore un peu tôt, me semble-t-il, y compris pour lui. D'ailleurs, il ne se projette pas dans cette hypothèse pour l'instant. Dans l'idéal, d'imaginer comment ce soit Marine Le Pen. Moi, je soutiens aujourd'hui Marine Le Pen pour une raison simple, une fois de plus, c'est que c'est la candidate officielle. Maintenant, je le dis d'ailleurs, que ce soit pour Marine Le Pen ou pour Jordan Bardella, parce que le sujet pour moi est le même. Une fois de plus, il ne s'agit pas simplement de faire un très gros score au premier tour, il s'agit de faire 50 plus 1. Et j'interpelle d'ailleurs, parce qu'on parle beaucoup de la présidentielle. C'est une chose, la présidentielle. Mais il y a le lendemain. Il y a l'élection législative qui suit. Et la majorité... Avant, c'est ce que réclame le RN. Moi, je plaide aussi pour une dissolution pour qu'on gagne du temps. Ce combat est perdu pour vous. C'est-à-dire vous estimez que de toute façon, la dissolution n'aura pas lieu? Non, mais de fait, la dissolution s'éloigne. Voilà, enfin, pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, Monsieur Lecornu est venu sympathiquement nous le dire sur le service public à 20h, en expliquant qu'aujourd'hui, il y avait une majorité absolue pour ne pas retourner aux urnes. Voilà, ce qui fait quand même un Donc vous le croyez? Majorité. Donc vous le croyez? Je pense malheureusement que cette hypothèse s'éloigne, même si je souhaiterais bien évidemment qu'il y ait une dissolution en amont. On va parler d'un thème qui vous est cher, Marion Maréchal. Pour ça, on va accueillir Raphaël Grabli pour le Radar BFM. Bonsoir
Raphaël, soyez le bienvenu sur ce plateau. Ce thème, Raphaël, Marion Maréchal, c'est la liberté d'expression. Vous en parlez beaucoup sur vos réseaux sociaux et, j'allais dire, dans la vraie vie. Oui, bonsoir Marc, bonsoir Marion Maréchal. Effectivement, vous êtes posé cette question pas plus tard que ce week-end sur votre compte X avec une question. Bientôt la disparition de notre liberté d'expression, et vous évoquez dans la vidéo qui l'accompagne notamment les réseaux sociaux, une rhétorique qui rappelle un petit peu aussi ce qui se passe outre-Atlantique chez les alliés de Donald Trump, notamment avec le discours du vice-président américain J.D. Vance à Munich en début d'année sur la censure des plateformes. Un discours aussi d'Alex Bruesewitz, un conseiller de Donald Trump que vous avez rencontré il y a quelques jours, et qui se plaint lui aussi justement d'une censure, notamment de la droite et de l'extrême droite des réseaux sociaux. Alors, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent donner raison à Marion Maréchal quand elle dit qu'il y a aujourd'hui un risque de censure des réseaux sociaux sur la droite ultra-conservatrice, notamment? Oui, alors j'ai regardé les chiffres, c'est pas forcément évident. Déjà, en 2022, vous étiez allié d'Éric Zemmour, vous étiez chez Reconquête. Éric Zemmour qui a fait un carton sur les réseaux sociaux pendant toute la campagne. En 2024, pendant la campagne législative, Jordan Bardella qui fait 100 millions de vues en un mois, c'est stratosphérique. Et juste derrière, d'ailleurs, c'était Marine Le Pen. Et puis si on regarde la situation actuelle, Jordan Bardella sur TikTok, c'est 74 millions de likes. C'est plus qu'Emmanuel Macron. Marine Le Pen sur X, c'est 3 millions d'abonnés. Si on enlève Emmanuel Macron, c'est la politique la plus suivie, d'ailleurs devant Jean-Luc Mélenchon. Et puis si on regarde l'avenir, X appartient maintenant à Elon Musk, qui n'est pas, on va dire, le plus wokiste des dirigeants d'entreprise. d'entreprise. Comme ça, je crois et que puis voilà. on sera d'accord. Je vais vous répondre si je peux. Et sous la pression de Trump, YouTube vient de rétablir les chaînes les plus radicales, y compris complotistes. Et Mark Zuckerberg a annoncé démanteler les outils de fact-checking et assouplir les règles sur la haine en ligne. Donc finalement, est-ce que vous n'avez pas gagné? Qui vous censure aujourd'hui? Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai fait cette vidéo dont vous parlez ce week-end. Ça n'est pas d'ailleurs tant, même si j'y reviendrai, sur la situation actuelle, que sur un certain nombre d'annonces qui ont été faites et qui ne sont pas encore en œuvre. Annonces cumulées à la fois d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron, du chancelier allemand, tous disant qu'aujourd'hui, il faut réguler davantage les réseaux sociaux, c'est le terme qu'ils emploient. Alors ils mettent différents sujets sur la table, la question de l'anonymat aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la question algorithmique, et d'ailleurs Emmanuel Macron ne s'engage pas, dit lui-même qu'il faut favoriser davantage les médias mainstream, lutter contre les ingérences étrangères vous ne dites pas la même chose? et lutter, excusez-moi, contre les fake news. Et si vous voulez, ce qui me fait peur derrière ce discours qui arrive, c'est que qui va dire ce qui est une fake news? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est l'Arcom socialiste? Est-ce que c'est les juges rouges? Est-ce que c'est l'État? Le gouvernement? Parce que je vous rappelle quand même un certain nombre de choses. Au moment où il y a eu l'attentat du 13 novembre, puisque c'est d'actualité, à l'époque, tous les politiques dont je faisais partie qui expliquaient qu'aujourd'hui, que ces terroristes à l'époque, étaient passés par les voies migratoires, étaient attaqués et on leur reprochait de faire des fake news. Pour ceux qui à l'époque, les politiques, tels que moi, je vous le disais, qui à l'époque dénonçaient le fait je vous assure, on oublie. Et je me souviens même pendant le Covid, ceux qui posaient l'hypothèse du fait que cette maladie pouvait sortir éventuellement du fameux labo chinois de Wuhan. Probablement d'ailleurs accidentellement. Cette hypothèse aujourd'hui, qui est quand même considérée comme la plus probable, était attaquée pour fake news. Donc je suis désolée de vous dire que ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est le périmètre. Vous voyez ce que je veux dire? De qui détermine ce qui est accessible ou pas. Et face à cela, moi je vous dis, je considère qu'il faut toujours mieux un excès de liberté qu'un risque d'excès de censure. Voilà. Et donc j'ai voulu alerter à travers cette vidéo. Maintenant, en ce qui concerne, pour répondre l'état actuel, moi je vais vous le dire, j'ai fait de la politique depuis 2012. Je me suis fait plusieurs fois censurer mon compte sans jamais être condamné. Twitter? Compte à l'époque, c'était Facebook. Sans jamais avoir été condamné devant les tribunaux. Jamais. Et je me suis fait plusieurs fois censurer mon compte. Je vous accorde que depuis que, en l'occurrence, les propriétaires de ces plateformes ont changé, il y a davantage, en effet, de liberté d'expression et je n'ai plus été confronté à cela. Je voudrais vous entendre, Marion Maréchal, sur ce qui se passe en ce moment autour de Leroy Merlin, l'enseigne de bricolage, qui a décidé de retirer ses publicités du site de Frontière. Frontière qui est un média proche de la droite identitaire. Leroy Merlin dit qu'il ne veut pas cautionner les propos tenus sur cette plateforme. En réponse, il y a une campagne de boycott qui a été lancée contre Leroy Merlin, notamment par des électeurs et des élus du RN. Quelle est votre position là-dessus? Moi, je suis quand même assez choquée, si vous voulez, parce que les Sleeping Giants, c'est en fait un groupuscule d'activistes d'extrême gauche. C'est eux qui ont repéré les publicités de Leroy Merlin. Mais ils font ça de manière systématique. En fait, c'est une méthode. En fait, ils identifient les publicités sur des médias considérés ou des plateformes considérées comme de droite. Ils dénoncent, ils intimident.
ils harcèlent, ils font peur finalement aux grandes entreprises et donc les grandes entreprises se retirent et donc de Mais fait si ces Leroy médias. Merlin décide de retirer sa pub, c'est la liberté de cette entreprise Moi, je ou pas? pense que Non? c'est donner. Non, mais c'est la liberté de tout le monde, mais c'est quand même Oui. de fait donner raison, si vous voulez, aujourd'hui à ces méthodes qui sont des méthodes de voyous. Et je suis désolée de vous dire qu'à un moment donné, Leroy Merlin doit se poser la question. Quand il fait ça, est-ce qu'il envoie finalement le signal que, moi, je sais pas, les électeurs de droite sont pas les bienvenus Non, il retire dans ses pubs. ça? Oui, Il mais retire simplement ses pubs. si vous voulez, le signal qu'il Ouais. envoie, c'est de dire à certains égards, bon, je trouve ça tellement insupportable qu'un média de droite puisse exister et que je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Donc c'est un peu le signal de dire, bon, je veux plus que les consommateurs de droite viennent chez Mais moi. il Voilà, y a donc, quelques années, Marion Maréchal, vous vous en souvenez sans doute, Bernard Arnault, le patron de LVMH, le patron du groupe de luxe LVMH, avait retiré des millions et des millions de publicités à Libération après une une qui l'avait fâché. C'était la une Casse-toi pauvre con, qu'on voit là, Casse-toi riche con, pardon. À l'époque, on ne vous a pas entendu. oui, mais excusez-moi, il y a une grande différence. C'est clivé de gauche. Bah non, la grande différence, c'est qu'ils n'ont pas été poussés à cela parce qu'un groupuscule d'extrême gauche est allé les dénoncer dans la presse, dénoncer ces publicités, Mais les vous auriez pu harceler sur le dire, c'est une net. atteinte à organiser- l'indépendance, on n'a pas à jouer Non mais sur la organiser. publicité. Ouais. Non mais si vous voulez, moi c'est le Vous avez dit il y a moteur qui me quelques choque. instants, je chéris l'excès de liberté. Non mais excusez-moi, chaque grande entreprise est libre de faire la publicité où elle veut. Ce qui me dérange, c'est le moteur de ce retrait. Ça veut dire qu'en fait, c'est un groupuscule d'extrême gauche qui a intimidé une grande enseigne, voilà, qui a organisé une campagne de Ou qui a discrédit, signalé. de discrédit sur les réseaux sociaux et sur Internet, qui fait que cette grande entreprise s'est sentie obligée, pour des raisons d'image, de se retirer. Ça n'a rien à voir. Donc c'est ça, si vous voulez, qui me choque. C'est ce moteur-là qui me choque. D'autant plus qu'à chaque fois, derrière les Sleeping Giants, on voit un certain nombre d'élus et les filles défendre aujourd'hui ces méthodes. Mais bon, ça ne devrait pas nous surprendre. Un dernier mot, après les propos d'Alain Souchon, qui a estimé que les Français, je cite, ne sont pas assez cons pour porter le RN au pouvoir en 2027. C'est Pierre Arditi qui apporte son soutien à Souchon. Il dit que les artistes ont le droit de s'exprimer comme tout le monde. Au nom de la liberté que vous chérissez sur ce plateau, vous dites la même chose que Pierre Arditi. Les artistes disent ce qu'ils veulent de la façon dont ils le souhaitent. Écoutez, moi, je vais vous dire, je suis prête à faire un immense sacrifice, et je l'annonce ce soir sur votre plateau. Oui. Si demain, le prix à payer pour que le camp national et la droite arrivent aux affaires était le départ d'Alain Souchon, je serais prête à signer ce deal. C'est-à-dire une immense tristesse, mais non, mais écoutez, à un moment donné, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, je veux dire, si Alain Souchon n'aime pas suffisamment... Oui, je vais vous faire un exemple inverse. Mais, Moi, si pardon, demain... vous venez de vous expliquer Non, la mais- liberté d'expression à tout prix. Non, mais chacun fait ce qu'il veut. Chacun doit pouvoir Non, mais je veux dire, dire, ce qu'il veut. Et là, vous nous dites, en gros, il faut qu'il parte Mais en non, mais Suisse. je veux dire, s'il nous dit demain, ça m'est insupportable au point que je ne peux pas rester, Il a j'ai pas envie de dit dire, ça. Il a pas vous dit ça. savez quoi, good deal, partez. Moi, je raisonne pas comme ça. Moi, demain, si Jean-Luc Mélenchon arrivait aux affaires, je resterai d'autant plus pour me battre. Voilà, j'aime trop mon pays, et j'ai envie de dire, qu'importe le gouvernement, qu'importe le président, mon pays, c'est mon pays. Voilà, bon, on n'a manifestement pas la même approche. Voilà. Et moi, j'insulte pas mes compatriotes au passage. Voilà. Merci, Marion Maréchal, Merci à d'être venue ce soir sur le plateau de 60 minutes. Tout de suite, le grand débat économique du